All rise, we away. The International Criminal Court is now in session. Lord John to Court Panel International at Overhead. Please be seated. We vous asseoir. Good morning, everyone. Juge président, bonjour à tous. Monsieur le greffier d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs les juges. Il s'agit donc de la situation en République centrafricaine 2, dans l'affaire, le procureur contre Maxime Geoffroy Eli Mokom Gawaka. Référence de l'affaire ICC 0114 0122 et pour le procès-verbal d'audience, nous sommes en audience publique. Le juge président, merci beaucoup. Bonjour à tous une fois de plus. Bienvenue à tous. Je demanderai aux parties, bonjour aux parties, bonjour aux suspects, M. Mokom, aux participants et au public et aux personnes qui sont connectées. Et je voudrais demander aux parties et aux participants de se présenter. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Le procureur. Monsieur le Président, Madame le juge, le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par moi-même, Mandia Aignan, procureur adjoint. J'ai à mes côtés le premier substitut, Léonie Von Braun, et Madame Colin Gilg. Et à l'arrière, j'ai notre caisse manager, Madame Nera Mandavia, et les substituts, Marie-Jeanne Sardaki, Matteo Costi, Sandra Squatters et M. Lucio Garcia. J'en profite, Monsieur le Président, pour dire bonjour à la défense et aux représentants des victimes. Et j'ai le plaisir de voir des visages que j'ai connus par le passé. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Larochelle, will you please introduce yourself and your... Monsieur le Président, Monsieur Larochelle, voulez-vous vous présenter? Bonjour Madame la juge, Monsieur le juge. Alors, mon nom est Philippe Larochelle, je suis avocat au barreau du Québec à Montréal. Je suis accompagné évidemment de Monsieur Mokom qui est derrière et avec moi sur les bancs de la défense, à ma droite, Kate Gibson, suivie de Hanin Khali, désolé si je massacre son nom, Julien Maton, Camille Dive, Cécile Lecol. Donc, nous sommes tous ici ce matin pour représenter M. Mokom et j'en profite pour saluer, outre le banc, mes collègues du procureur. Merci, Monsieur le juge. Le juge président, merci beaucoup. Les représentants légaux des victimes, veuillez avoir l'amabilité de vous présenter. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la juge. Bonjour, Monsieur le juge. Je représente l'équipe, nous représentons l'équipe de représentants légaux communs des victimes, qui est composée de Madame Marie-Édith Douzima, avocate, de Maître Dangabo Moussa et de Maître Yarefal, avocate, notre légale assistante, Madame Evelyne Ombeni. Je profite également de cette occasion pour saluer l'équipe de Monsieur le procureur et l'équipe de l'accusation. Good morning, madam. Le juge président, bonjour Madame et merci beaucoup. So now the hearing is open. Bien, maintenant l'audience est ouverte. C'est une audience pour la confirmation des charges dans l'affaire concernant M. Mokom. À ce stade des procédures préliminaires, l'accusation allègue du fait que M. Mokom est responsable de certains crimes et que le greffier d'audience nous lira par la suite. La Chambre ne prendra pas de décision sur la culpabilité ou l'innocence de M. Mokom lors de cette audience, mais plutôt en faisant référence à l'article 61, paragraphe 7 du statut de Rome. Le devoir de la Chambre est de déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour considérer qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Mokom a commis les crimes qui lui sont reprochés.
Si certaines des charges ou toutes les charges sont confirmées, la Chambre préliminaire décidera de l'innocence ou de la culpabilité par la suite de M. Mokom. J'avais oublié de présenter la Chambre qui se compose du juge Akane à ma droite et du juge Ugalde à ma gauche et moi-même étant le juge président. Les principes généraux suivants qui s'appliquent à l'audience sont les suivants. Conformément à l'article 66 du statut de Rome, le suspect sera considéré comme innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée devant la Cour. Deuxièmement, le fardeau de la preuve repose sur l'accusation qui devra de ce fait fournir suffisamment d'éléments de preuve pour prouver les charges qui sont reprochées à M. Mokom au niveau dont j'ai déjà mentionné et qui figure à l'article 61, paragraphe 7 des statuts. Troisièmement, la défense aura bénéficiera de tous les droits figurant dans l'article 61.6 et 67 des statuts. Je vous rappellerai, et ceci essentiellement à l'intention du public, qu'alors que la règle générale est que l'audience est publique et qu'elle se tient donc en audience publique, il se pourrait que pour protéger certaines informations privées ou confidentielles, notamment concernant des victimes et des témoins, qu'une partie de l'audience se tienne à huis clos partiel suite à une décision donc de la Chambre. Conformément à l'ordonnance et à la confirmation de l'audience de confirmation des charges, il s'agit des écritures 244 du 14 juillet 2023 pour le procès-verbal d'audience. Nous avons prévu 20 minutes pour d'autres discussions concernant les observations conformément à l'article 111, paragraphe 3 des règles de procédure. Si nécessaire, les parties ensuite et les participants disposeront de 20 minutes pour des déclarations publiques et 30 minutes pour leur déclaration finale. L'accusation dispose de 2 heures pour présenter ses arguments sur le bien-fondé, alors que la défense se voit accorder 4 heures pour présenter ses arguments sur le bien-fondé. Les représentants légaux des victimes disposent de 2 heures pour présenter leurs arguments sur le bien-fondé. Et je rappelle à tout un chacun, aux parties et aux participants, que les présentations, les observations orales doivent être concises et que la répétition d'arguments déjà présentants doit être évitée, et ceci notamment à l'intention de l'accusation qui a déjà eu la possibilité de présenter par écrit ses observations. Et les observations finales ne peuvent être pas utilisées pour soulever de nouveaux arguments, mais uniquement pour répondre à des questions qui auraient été soulevées pendant l'audience. Et j'attire l'attention de tout un chacun sur la nécessité, bien entendu, de s'assurer que votre micro est allumé lorsque vous prenez la parole et de parler lentement et de marquer une pause de 5 secondes avant de répondre à une question et également de marquer une pause après chaque phrase de façon à permettre une interprétation simultanée sans problème et de permettre également à notre personnel excellent et spécialisé d'assurer la transcription, et les parties et les participants ne devront jamais s'interrompre mutuellement et passeront par le truchement du juge président. Les parties et les participants indiqueront clairement si leurs soumissions et leurs observations peuvent être présentées publiquement ou s'il est nécessaire ou s'ils croient qu'il est nécessaire de passer à huis clos partiel. Et lorsque les parties et les participants font référence à des éléments de preuve, ils doivent indiquer
niveau de confidentialité de ces éléments est spécifié si l'on peut y faire référence en audience publique ou s'il est nécessaire d'aborder cela à huis clos partiel. Les parties et les participants indiqueront clairement s'il n'est plus nécessaire de rester à huis clos partiel. Et lorsque nous sommes en audience publique, les parties et les participants s'abstiendront de mentionner le nom des victimes, des témoins et feront référence à leur pseudonyme ou à leur code. Lors de la conclusion de la confirmation de l'audience des charges, les parties et les participants remettront une liste avec les éléments de preuve et auxquels ils ont fait référence lors de l'observation de leurs envoyés à la Chambre par email. Je vais maintenant passer à la lecture des charges. Règle 122, paragraphe 1 des règles de preuve, du règlement de procédure de preuve, stipule que le greffier d'audience lira les charges telles qu'elles sont présentées par l'accusation dans un document, dans une version abrégée d'un document plus long contenant les charges, et la version complète de ce document est disponible pour le public. Et je rappelle au public que le document contenant les charges ne parle que des allégations soulevées par le procureur. Ce qui va maintenant être lu, ce n'est pas ce qui a été décidé, mais ce qu'allègue l'accusation. Et la Chambre a le devoir d'évaluer si les éléments de preuve présentés par l'accusation sont suffisants pour confirmer les charges ou n'importe lesquelles des charges. Monsieur le greffier d'audience, je vais maintenant vous demander de lire le document. Merci beaucoup. Le greffier d'audience, le procureur donne une liste de 20 charges qui sont reprochées à M. Maxime Geoffroy Elie Mokom Gawaka concernant des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre commis par les anti-Balaka pendant et après les attaques sur 2 lieux en République centrafricaine. Les charges 1 à 8 concernent des crimes qui ont été commis à Bangui, la capitale de la RCA, à partir au moins du 5 décembre 2013 jusqu'au moins la fin d'avril 2014. Les charges 9 à 20 concernent des crimes qui ont été commis dans la ville de Bossangoa et dans la préfecture de Wuhan en RCA, à partir au moins du 5 décembre 2013 jusqu'à la fin avril 2014 au moins. Les crimes qui sont reprochés et qui ont été commis à Bangui à partir au moins du 5 décembre 2013 jusqu'à la fin d'avril 2014 sont les suivantes. Directing attacks against the civilian population as a war crime. Le chef d'accusation 1, attaque dirigée contre la population civile en tant que crime de guerre, qui peut être puni dans le cadre de l'article 8.2 EI, concernant donc la période du 5 décembre, l'attaque contre Bangui, et par la suite les actes dirigés intentionnellement des actes de violence dirigés intentionnellement par les anti-Balaka contre la population civile musulmane ou les civils musulmans ne participant pas aux hostilités. Les charges 2, attaques contre des bâtiments consacrés à la religion dans le cadre de crimes de guerre qui peuvent être punis dans le cadre de l'article 8.2 E4 et count 3. Et chef d'accusation 3, destruction des propriétés et des biens des adversaires en tant que crime de guerre punissable dans le cadre de l'article 8.2 E12. Suite à l'attaque du 5 décembre sur Bangui et les suites de cette attaque, les anti-Balaka ont intentionnellement démantelé et détruit de nombreuses mosquées, y compris les mosquées de Boing Bongbo, Fouve, Petevo, Kouanga, PK12, Miskin et Malimaka, et qui n'étaient pas des cibles militaires légitimes. Et les anti-Balaka ont intentionnellement également détruit ou abîmer des maisons dans des quartiers essentiellement musulmans comme Fou, Miskin, Combattante, Kina, Sarah, PK5, Kokoro, Bouka, PK12 et PK13.
Chef d'accusation 4. Le pillage en tant que crime de guerre, punissable dans le cadre de l'article 8.2e5, concernant l'attaque du 5 décembre à Bangui et les suites de cette attaque, les anti-Balaka ont pillé les maisons musulmanes et les magasins des musulmans, prenant et détruisant les toits, les portes et les fenêtres. Chef d'accusation 5, déportation et transfert forcé en tant que crime contre l'humanité, punissable conformément à l'article 7.1, paragraphe D, et le chef d'accusation 6, déplacement de la population civile en tant que crime de guerre, punissable dans le cadre de l'article 8.2e8. Dans la mesure où, au cours de l'attaque du 5 décembre et par la suite, sans motif permis dans le cadre du droit international, les anti-Balaka ont forcé des milliers de civils musulmans de tous âges à quitter leur maison et leur communauté en les expulsant ou suite à des actes coercitifs à la fin d'avril 2014. Le chef d'accusation 7, privation sévère de liberté physique en tant que crime contre l'humanité, punissable en vertu de l'article 7.1e, dans la mesure où les anti-Balaka à Bangui ont empêché des civils musulmans de tous âges de quitter l'enclave de Bangui dans le quartier Pekasak, où les civils s'étaient abrités pendant et après l'attaque du 5 décembre et les privant de nourriture, d'abri et de soins sanitaires. Chef 8, persécution de la population musulmane de Bangui pour des motifs d'ordre politique, ethnique, religieux ou national en tant que crime contre l'humanité et sanctionné par l'article 7.1h du statut. Les crimes qui ont été commis à Bossangoa du 5 décembre 2013 au moins jusqu'à la fin du mois d'avril 2014 sont les suivants. Chef d'accusation 9, attaque dirigée contre la population civile en tant que crime de guerre, sanctionné par l'article 8.2e1, en raison du fait que pendant et après l'attaque menée intentionnellement contre la population civile ou des civils ne participant pas aux hostilités pendant et après l'attaque du 5 décembre. Chef 10, meurtre en tant que crime contre l'humanité sanctionné par l'article 7.1a et chef 11, meurtre en tant que crime de guerre, sanctionné par l'article 8.2ci en raison du fait que pendant l'attaque menée à Bossangoa, les anti-Balaka ont tué au moins 18 civils musulmans qui n'avaient pas activement participé aux hostilités. Chef 12, le viol en tant que crime contre l'humanité sanctionné par l'article 7.1g. Et le chef 13, viol en tant que crime de guerre sanctionné par l'article 8, paragraphe 2e6, en raison du fait que pendant l'attaque menée à Bossangoa le 5 décembre 2013, des éléments anti-Balaka ont violé au moins 2 femmes musulmanes. Chef 14, attaque contre des bâtiments consacrés à la religion en tant que crime de guerre, sanctionné par l'article 8.2e4 et chef 15, destruction des biens d'un adversaire en tant que crime de guerre, sanctionné par l'article 8.2e12, en raison du fait que pendant ou après l'attaque menée à Bossangoa, les anti-Balaka ont intentionnellement démantelé et détruit plusieurs mosquées, parmi lesquelles la mosquée centrale de Bossangoa, qui n'était pas
une cible militaire légitime. Et en raison du fait que les anti-Balaka ont également intentionnellement détruit ou endommagé des centaines de maisons dans des quartiers considérés comme Boro, Arabé et Fulbe, qui étaient considérés comme étant majoritairement musulmans. Chef 16, le pillage en tant que crime de guerre, sanctionné par l'article 8 de E5, en raison du fait que pendant et après l'attaque, les anti-Balaka ont pillé des maisons et des magasins appartenant à des musulmans, en arrachant notamment les toitures, les portes et les fenêtres. Chef 17, déportation et transfert forcé de la population en tant que crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 7.1d. Et chef 18, le déplacement de la population civile en tant que crime de guerre, sanctionné par l'article 8.2e8, en raison du fait que, en l'absence de motifs admis en droit international, les anti-Balaka ont forcé des milliers de civils musulmans de tous âges à quitter leur maison et leur communauté en les expulsant ou en moyen d'autres actes de coercition. Le chef 19, privation grave de liberté physique en tant que crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 7.1e, en raison du fait que les anti-Balaka ont empêché, soit par menace de mort, plus de 7000 civils musulmans, essentiellement dans le quartier de Boro, à quitter le périmètre de l'école de la liberté où ils avaient trouvé refuge. Chef 20, persécution en tant que crime contre l'humanité, persécution pour des motifs d'ordre politique, ethnique, religieux et national à l'encontre de la population musulmane, sanctionné par l'article 7.1h en raison des faits sous-tendant les chefs 9 à 20. Monsieur Mokom est pénalement responsable des crimes visés dans les charges parce qu'il a, premièrement, apporté son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission de ces crimes perpétrés par les anti-Balaka, conscient du fait que ces types de crimes adviendraient dans le cours normal des événements et en agissant en vue de faciliter leur commission, comme envisagé l'article 25.3c, et ou, deuxièmement, parce qu'il a contribué à la commission des crimes perpétrés par les anti-Balaka, agissant dans la poursuite d'un dessein commun en vue de faciliter les activités criminelles ou le dessein criminel du groupe, et ceci en connaissant leur intention de commettre ces crimes, comme envisagé aux alinéas 1 et 2 de l'article 25.3d du statut. Monsieur Mokom a contribué à la commission des crimes perpétrés par les anti-Balaka à Bossangoa et Bangui. Premièrement, parce qu'il a participé à la planification de la mise en œuvre du dessein commun après le coup d'État du 24 mars 2013. Deuxièmement, parce qu'il a participé à la formation, à la structuration, au développement et à l'organisation des anti-Balaka, y compris en y intégrant des groupes d'autodéfense qui existaient déjà et d'autres nouvellement formés, et ce depuis juin 2013 jusqu'à au moins avril 2014. Troisièmement, parce qu'il a coordonné le déploiement et les opérations militaires des anti-Balaka à partir de septembre 2013 au moins jusqu'à la fin d'avril 2014, y compris lors des attaques du 5 décembre 2013 menées à Bangui et à Bossangoa. Quatrièmement, parce qu'il a fourni aux anti-Balaka l'appui logistique nécessaire aux opérations militaires depuis septembre 2013 au moins jusqu'à la fin d'avril 2014 au moins, y compris en leur fournissant les fonds, les armes, les médicaments et les munitions. Cinquièmement, parce qu'il a soutenu, encouragé et approuvé les crimes commis par les anti-Balaka contre la population civile musulmane depuis septembre 2013 au moins jusqu'à la fin d'avril 2014, au moins.
Au moment où il a apporté ses contributions, M. Mocom savait que les crimes visés dans les charges adviendraient dans le cours normal des événements et connaissait l'intention des anti-Balaka de commettre de tels crimes. De plus, en apportant les contributions qui viennent d'être décrites, M. Mocom a visé à faciliter la commission de crimes tels que ceux visés dans les charges et en vue de faciliter les activités criminelles ou le dessein criminel des anti-Balaka. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, merci beaucoup, monsieur le greffier d'audience. Les parties n'ont pas remis d'observation écrite conformément à la règle 122, paragraphe 3 des règlements de procédure et de preuve qui fait référence aux questions concernant la conduite des procédures avant l'audience. Est-ce que vous pouvez confirmer, Monsieur le greffier d'audience, que c'est le cas? Monsieur Larochelle, nous n'avons pas fourni d'observations écrites, mais nous aimerions prendre quelques minutes sur les 20 minutes qui nous sont allouées pour des questions de procédure, pour discuter de certains points sur lesquels nous aimerions attirer votre attention. Le juge président, vous êtes autorisé à le faire. Allez-y, la parole est à vous. Monsieur Larochelle, je pense que vous ne serez pas surpris du fait que ce dont je vais vous parler, ce sont les éléments de preuve à décharge. Comme vous le savez, Monsieur le Président, vendredi dernier, nous avons déposé des écritures avec 2 tableaux concernant 275 pages dans le premier document, dans le deuxième, annexe B, 221 pages. Et ces pages sont remplies d'éléments de preuve à décharge qui ont été identifiés par le procureur lui-même, suivant une ordonnance des juges. Et ces éléments de preuve à décharge ont été reçus vers la mi-juin, c'est-à-dire il y a 2 mois. Et c'est un principe bien connu que le procureur, dans cette cour et devant d'autres tribunaux internationaux, gérait de nombreux documents et devrait connaître l'affaire avant le procès et d'enquêter à charge et à décharge. Lorsque Maxime Mocom a été arrêté en mars 2022, un certain nombre d'éléments à décharge reçus en juin remontent à avant son arrestation, remontent à 2021 par exemple. Nous souhaitons souligner devant la Chambre préliminaire qu'après réception de ces centaines d'éléments à décharge qui, Madame, Messieurs les juges, concernent tous les aspects de cette affaire, tous les aspects de la théorie de l'accusation, qui a commis les crimes, qui en a donné l'ordre, qui étaient les objectifs. On trouve cela dans les tableaux avec les mosquées identifiées dans lesquelles on trouve des armes. Nous avons reçu quelques 350 éléments à décharge. Ces indications font référence parfois à des transcriptions de 90 pages où l'on trouve 10, 20 extraits dont on considère qu'ils sont à décharge. 350 nouvelles indications en 15 jours. Si le procureur travaille à temps plein, ça en fait 25 par jour. Si quelqu'un travaille 8 heures par jour pendant 14 jours, ça en fait 3 par heure. Et le 14 juin, après la dernière communication d'éléments en décharge, silence, rien. Est-ce qu'ils ont arrêté de travailler? Je puis vous confirmer, et vous verrez au cours de mes interventions, que le dossier déborde d'éléments à décharge. Déborde. Et vous verrez dans nos tableaux qu'il y a des erreurs.
que l'on indique des extraits ou du matériel qui ne sert à rien. Alors nous ne pouvons pas, bien entendu, accuser l'accusation dont on sait très bien qu'ils ont dû travailler dans un délai court. Mais quel est le problème? Et c'est sur cela que je souhaite attirer l'attention de la Chambre. Pourquoi est-ce que le procureur ne peut pas identifier dans un dossier qu'il gère, sur lequel il enquête depuis 9 ans, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu identifier ce qui pourrait suggérer l'innocence de l'accusation? Les éléments à décharge, ce sont des éléments de preuve qui vont à l'encontre de votre théorie, qui vont à l'encontre de votre thèse. Ce sont des éléments qui montrent que peut-être les crimes n'ont pas été commis exactement comme on le dit, ou peut-être ont été commis par d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Je peux vous proposer une réponse. Mais bon, je ne lis pas ce qu'il y a dans la tête du procureur. Je ne fais, comme vous, qu'être dans la partie qui reçoit. Qu'est-ce que c'est que ces éléments à décharge? Je dis qu'il s'agit d'éléments de preuve qui suggèrent que l'accusé est innocent. Alors, que faut-il faire pour identifier cela? Pour identifier des éléments de preuve qui suggèrent l'innocence de l'accusé. Eh bien, il faut une théorie claire, il faut savoir ce qui pourrait faire qu'il serait coupable, et si vous ne savez pas ce qui pourrait faire qu'il serait coupable, comment allez-vous découvrir ce qui pourrait suggérer qu'il est innocent? Nous considérons qu'il s'agit d'une indication, un échec, parce que c'est un échec de la part de l'accusation de fournir ces éléments lorsque Mokom a été arrêté, plutôt que 2 mois avant la confirmation des charges lourdes. Eh bien ce problème découle directement de leur incapacité à identifier correctement les éléments incriminants, comme nous allons le démontrer plus tard. En dehors de ce problème des éléments à décharge, il y a d'autres domaines où nous n'avons eu que peu de temps pour demander des communications. Vous savez qu'il y en a qui ont été faites, nous avons obtenu un certain nombre de choses, mais nous sommes toujours en appétit. On est toujours en demande parce qu'on sait qu'il manque des choses. Par exemple, le mandat d'arrêt de M. Mokom parle d'enfants soldats. Où sont-ils? Où sont-ils passés? Est-ce que subitement ils ont eu 18 ans et que leur est-il arrivé? Est-ce qu'il s'agit d'éléments qui ont été fabriqués? Qui l'a fait? À quelle fin? Pourquoi est-ce que cela a disparu du dossier? Certains des témoins de l'accusation font-ils partie d'une espèce de plan? On ne sait pas, parce que notre client n'est pas accusé de cela, n'est plus accusé de cela. Enfin, Monsieur le Président, parce que je prendrai 2 minutes parce que je veux m'assurer de ne pas prendre trop de temps. Le juge président, huis clos partiel, Monsieur le greffier d'audience.
Le greffier d'audience, nous sommes de nouveau en audience publique. Le président, Maître La Rochelle, concluez, je vous prie. Maître La Rochelle, pourquoi est-ce que l'accusation ne donne pas tous ces éléments? Pourquoi est-ce que le procureur n'identifie pas les éléments à décharge? Si c'était une affaire avec une déclaration qui était très précise et des enquêtes très localisées, mais ici, on a des milliers de pages. Cela concerne toute la République centrafricaine. Je vous prie de m'excuser. Et le procureur est supposé faire ce genre de choses, à votre intention, à notre intention, dans le souci de la vérité. Nous sommes à la recherche de la vérité, que je sache. Et à cause de ces déficiences, nous nous écartons de la vérité plutôt que de nous en rapprocher. Je voulais que vous le sachiez. Et lire ce qui est dans les tableaux. Je ne pourrais pas y faire référence à tous, mais je pense que cela concerne et cela sape un certain nombre de choses que dit l'accusation. Le juge président, je vous en prie, monsieur le procureur. Madame, monsieur le juge, donc, je passerai la parole à Madame Léonie von Braun pour répondre à certains aspects. Mais avant cela, je voudrais juste indiquer avec vous que je ne pense pas que le temps que vous aviez alloué pour cet exercice ait été utilisé de façon adéquate. Je pense que ce temps n'était pas aménagé pour faire une sorte de plaidoirie par anticipation. Ce temps n'avait pas été aménagé pour venir nous indiquer si la démarche du bureau du procureur n'est pas la démarche la plus claire, si le document contenant les charges correspond ou non aux charges telles qu'elles étaient déjà dessinées au niveau du mandat d'arrêt. Je pense que cet espace était un espace qui avait été aménagé par vous pour voir si par rapport à certaines questions spécifiques, qui sont des questions de communication de pièces ou d'autres questions, est-ce qu'il y a eu des difficultés pratiques? Est-ce que ces difficultés, nous avons été à la hauteur? Est-ce que vos ordres que vous avez donnés, qui avaient été clairs, est-ce que nous y avons obéi ou pas? C'était ça le sens de ce temps aménagé. Mais ce que nous avons entendu, c'est plutôt une sorte de critique en règle, critique pour laquelle il y a déjà un temps pour cela. Je voudrais juste exprimer un tout petit peu mon désarroi que ce temps qui avait été aménagé pour autre chose soit utilisé pour une plaidoirie par anticipation. Merci beaucoup. Et si Madame Van Braun veut ajouter des choses par rapport aux questions pratiques qui ont été posées, donc elle complétera mon propos. Merci, Monsieur le Président. Mr. Prosecutor, we will rule. Le juge président, monsieur le procureur, nous prendrons une décision sur ce qu'a dit la défense et sur votre réponse, mais vous aurez amplement le temps de parler du fond plus tard au cours de cette audience. J'encourage votre collègue à se concentrer sur ces questions spécifiques et vous aurez le temps de faire cela plus tard. Je vous en prie, Madame la procureure. Je vous remercie, Monsieur le Président. La procureure, merci, Monsieur le Président. Je serai très brève pour évoquer les questions qui ont été évoquées par la défense à l'instant. Contrairement à ce qui a été affirmé par Maître La Rochelle, la défense a reçu la majorité des informations à partir desquelles l'accusation a examiné les éventuels éléments à décharge bien avant le mois de juin. Et, Madame, Messieurs les juges, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a eu beaucoup d'observations sur les questions, mais qu'il s'agisse de communication ou de migration, les informations qui concernent le dossier de M. Mocom ont été mises à la disposition de la défense. L'analyse de l'importance des éléments à décharge ont été fournies 2 mois avant cette audience. Et le fait que la défense ait pu travailler sur base de cette analyse par l'accusation
prendre cela en compte, a pu établir une classification et l'évaluer, eh bien cela est prouvé par les écritures auxquelles Maître La Rochelle a fait référence aujourd'hui, les annexes très longues qui prennent en compte tous ces éléments classés. Cela montre que la défense a pu examiner cela, traiter les informations bien avant cette audience. Ils ne peuvent pas dire qu'il y a ici un préjudice à la lumière de tout ceci. Autre remarque qui concerne la théorie de l'accusation. Vous entendrez cette théorie une fois encore aujourd'hui. Nous allons la rendre claire. Elle figure dans la DCC, mais vous entendrez aujourd'hui quels sont les éléments sur lesquels nous nous basons. En matière de communication, toutes les informations qui concernent les charges portant sur M. Mocom ont été mises à la disposition de la défense. Il n'y a pas eu de demande au cours des dernières semaines où l'accusation n'aurait pas répondu immédiatement en remettant ce qui était nécessaire. Ce n'est que dans certaines situations où la règle 77 n'était clairement pas déclenchée. Autrement, on a tout remis et cela concerne les questions auxquelles fait référence Maître La Rochelle au cours de l'audience à huis clos partiel, chose que je ne vais pas examiner et ils n'ont pas de raison de se plaindre, ils ont tout reçu sur ces questions. J'en ai terminé. Merci. Juge président, merci d'avoir répondu brièvement. Maître La Rochelle. 2 minutes si vous souhaitez rétorquer. Maître La Rochelle. Monsieur le Président, le préjudice, ce n'est pas seulement pour nous, pas seulement pour M. Mocom, mais c'est pour vous aussi. Vous vous préparez sur base d'un document, la déclaration sur les charges qui vous a été remise à tout le monde en mars, et puis 2 mois plus tard, vous recevez des éléments qui sapent cette théorie. Il y a eu une ordonnance à laquelle il fallait répondre. On devait nous donner cela en février, pas en juin. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand on examine tous ces éléments, ça remonte parfois à des mois, parfois même à des années. Donc le préjudice, ce n'est pas seulement pour nous. Ça concerne la vérité. Ça concerne les justifications, l'objectivité. C'est ça, la victime. Oui, il y a un préjudice. Parce qu'il faut analyser, il faut identifier les erreurs, il faut modifier notre préparation. Il y en a plus, vous verrez qu'il y a plus. Oui, il y a un préjudice. L'accusation ne connaît pas son affaire et essaie d'envoyer M. Mocom au procès. Si ça n'est pas un préjudice, je ne sais pas ce qui peut en être un. Le juge président, je vous remercie. Monsieur le procureur, on en reste là, à moins que vous ne souhaitiez vraiment prendre la parole. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, pardonnez-moi, je souhaite prendre la parole. Ce ne sera pas un plaidoyer, mais c'est pour vous informer d'une difficulté très sérieuse que nous avons rencontrée. Comme vous le savez, nous avons été désignés, notre équipe a été désignée comme représentants légaux communs des victimes lors d'une décision du mois de mars qui a pris effet à la suite de la décision de votre Chambre du 7 août 2023. Nos lettres de désignation individuelle nous ont été notifiées le 11 août 2023 et à partir de là, nous aurions dû avoir accès au dossier. Je pense que c'était la première des choses, cet accès informatique. Or, en réalité, nous sommes arrivés hier. On nous a dit vendredi, vous avez vos accès. Hier, à la Cour, nous avons vérifié, nous n'avions aucun accès. Nous sommes descendus dans cette chambre-là pour faire une expérimentation dans l'après-midi. Nous n'avions pas accès, nous n'avions pas les transsondes. Et pour tout vous dire, l'accès au dossier
pour cette audience fondamentale d'aujourd'hui nous a été donné à 17h45. Donc, je tenais Le juge président, maître, pour l'instant, on parle de la règle 122, paragraphe 3. J'y arrive. D'une part, vous comprendrez que nous ne sommes pas préparés puisque nous n'avions même pas connaissance des difficultés soulevées. Et d'autre part, je vous indique qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons pas été en mesure, parce que privés d'accès au dossier, de connaître le fond de ce dossier. Nous sommes présents à l'audience, nous assurons cette audience pour nos victimes et nous allons tout mettre en œuvre pour effectivement vous présenter nos observations. Le juge président, je comprends, nous vérifierons. Voilà, ni plus, ni moins. Thank you. Le juge président, je vous remercie. Nous allons examiner la chose. Now, on the, on rule, 122, au sujet de la règle 122, nous allons bien entendu prendre une décision en temps utile. Règle 122, paragraphe 6. Nous allons avoir les déclarations liminaires. Le 16 août, si je me souviens bien, la Chambre a autorisé une demande présentée par la défense par courriel pour que M. Mokom puisse faire une déclaration sans serment dans le cadre de la déclaration liminaire de la défense. La parole est à l'accusation. Your Honors, we will need access to evidence to broadcast. Madame la procureure von Braun, nous avons besoin du pavé évidence 2 pour avoir accès, pour diffuser cette intervention, si c'est possible. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, le premier substitut, Léonie Van Braun, vous présentera les faits et circonstances relatifs aux charges que le bureau du procureur a retenues contre Maxime Geoffroy Eli Mokom Gawakwa. Je me limiterai donc dans ce propos liminaire à vous présenter un contexte, le contexte général dans le cadre duquel les crimes ont été perpétrés. Crimes auxquels nous alléguons que M. Mokom a pris part. N'eussent été les exigences de la procédure, j'aurais été tenté de dire que cette présentation même est superflue, parce qu'elle enfonce des portes ouvertes. Je le dis parce que ce contexte général est déjà connu de cette juridiction. La vérité, c'est que ce n'est qu'à la faveur d'une arrestation décalée que nous devons cette audience. M. Mokom aurait en effet pu, il aurait peut-être même dû être jugé en même temps et ensemble avec Alfred Yakatom et Patrick Ngaïsona. Il y avait un seul document contenant les charges contre les trois. Mais les exigences du traitement diligent des dossiers au gré des arrestations nous ont forcés à séparer leurs affaires, comme un chirurgien séparerait des frères siamois. Mais les frères siamois séparés restent encore des frères de sang. Ce rappel, Madame, Messieurs les juges, ne me fait pas perdre de vue le principe de la relativité, principe qui postule que chaque personne poursuivie séparément bénéficie dans l'examen de son dossier d'un regard neuf des juges, sans a priori, comme si les juges voyaient pour la première fois son dossier. Mais vous savez aussi que ce principe n'a rien d'absolu. Il l'est d'autant moins que la confirmation des charges ne postule pas un prononcé sur la culpabilité et repose généralement sur des preuves
parfois non encore testés par le feu du contre-interrogatoire. L'économie judiciaire et la nécessité d'éviter la contrariété des jugements militent souvent en faveur d'une reprise à leur compte par les juges de constatations déjà établies dans des décisions antérieures, pour autant que ces constatations ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence. Le domaine du constat judiciaire est très vaste et je vous invite, Madame et Messieurs les juges, à l'explorer. Mais tout en vous soumettant ces réflexions, Madame, Messieurs les juges, nous n'avons pas manqué de vous soumettre les éléments à charge résumés dans nos conclusions écrites. Ces éléments établissent des motifs substantiels de croire que M. Mokom a pris part aux activités criminelles visées dans les charges. M. Mokom a contribué aux attaques des anti-Balaka, contre des attaques qu'il y a eu contre Bangui et Bossangoa, ainsi qu'à leur Prosecutor, slow down a little bit, please. Le procureur, veuillez ralentir, je vous prie. Et M. Mokom a agi avec l'intention et la connaissance requises selon le statut. Les crimes reprochés à Mokom ont été commis à Bangui, la capitale, et dans la région de Bossangoa, qui est à 305 km du nord de Bangui. La Centrafrique avait environ 6 millions d'habitants, une nation multiethnique et multiconfessionnelle. Il y avait avant le conflit à peu près 50% de chrétiens et 15% de musulmans, et le reste pratiquait des religions traditionnelles. François Bozizé était le président de la Seleka en 2012. Et c'est en août de la même année que la coalition de la rébellion Seleka a surgi du nord-est du pays. Alliance de plusieurs groupes armés, la Seleka était principalement composée de musulmans, centrafricains et de mercenaires, tchadiens et soudanais. Vers décembre 2012, les actions de la Seleka se sont intensifiées et elle a progressé vers Bangui. Bangui va chuter en mars et le président Bozizé fuira le pays. Le chef de la Seleka, Michel Diotodia, deviendra président. Ayant pris le contrôle de l'appareil d'État, la Seleka a soumis des civils non musulmans, pour la plupart, à des atrocités innommables. Et cette brutalité va semer les graines de la vengeance qui allait motiver les anti-Balaka. Quand, après le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé et son cercle s'enfuient au Cameroun, M. Mokom, lui, s'enfuit à Zongo, qui est une ville frontalière de la RDC, simplement à 2 km de l'autre côté de la rivière Ubangui. Les anti-Balaka étaient composés d'anciens membres de la garde présidentielle de Bozizé et des forces armées centrafricaines, plus connues sous leur acronyme FACA, ainsi que de nouvelles recrues et des membres de groupes d'autodéfense déjà existants. Ce qui les liait, c'était leur haine contre la Seleka et toute personne perçue comme leur étant associée. Et c'était bien entendu le cas des civils musulmans. Les anti-Balaka étaient organisés et coordonnés par des groupes se trouvant à 3 endroits principalement, donc en Centrafrique, au Cameroun et en RDC. Dans le groupe du Cameroun, il y avait Bozizé et d'autres personnalités telles que Bernard Ngaïsona, Patrice Ngaïsona et Bernard Mokom, le père de Maxime Mokom. Le groupe de la RDC comprenait des fidèles de Bozizé qui avaient fui à Zongo après le coup d'État, ainsi que
M. Mokom, lui-même qui deviendra plus tard le coordonnateur des opérations anti-Balaka. Depuis Zongo, M. Mokom soutenait les anti-Balaka, et ce, au moins dès la mi-2013. C'est lui qui cherchait les munitions, coordonnait le déploiement des anti-Balaka dans les préfectures. C'est lui qui supervisait leur attaque. M. Mokom était en communication avec des figures importantes du cercle restreint de Bozizé au Cameroun. M. Mokom était également en contact régulier avec les commandants de zone anti-Balaka, qui étaient connus comme Comzone, dans Bangui et les préfectures. En Centrafrique, des groupes opéraient à Gobéré, Bangui et à Kalangoy. En septembre 2013, les anti-Balaka ont commencé à mettre en œuvre leur stratégie de reprise du pouvoir. Avant les attaques majeures du 5 décembre 2013 de Bangui et Bossangoa, dans le cadre desquels les crimes visés dans les charges ont été commis, les anti-Balaka ont attaqué plusieurs villes et villages. Les crimes commis durant ces attaques, vous noterez que ces crimes ne font pas partie des charges dans cette affaire. Mais nous pensons qu'il est important d'en faire référence pour illustrer que les anti-Balaka suivaient un modus operandi qui était déjà bien en place. De telles attaques ont été perpétrées dans les régions de Bossangoa et Bouga en septembre 2013. Les anti-Balaka ont tué des centaines de civils musulmans, dont des Peuls. Ils ont brûlé des centaines de maisons et pillé leur bétail. Ces attaques ont entraîné le déplacement forcé d'une grande partie de la population musulmane dans la capitale régionale de Bossangoa. En octobre, à Yaloké et Gaga, les anti-Balaka, après avoir attaqué la Séléka, ils s'en sont pris aussi aux civils musulmans. Beaucoup ont été tués dans leurs maisons et des mosquées ont été détruites. En novembre 2013, les anti-Balaka ont attaqué des campements de Peuls éleveurs à Boali, qui se trouvent entre Bossangoa et Bangui, comme vous le voyez sur l'écran, tuant des dizaines de personnes. Entre les mois d'octobre et de novembre 2013, les attaques anti-Balaka et les confrontations avec la Séléka ont été rapportées dans d'autres endroits tels que Bouar, Bossembélé, vers la fin du mois d'octobre et Beleko en novembre de la même année. D'autres villages ont été attaqués peu de temps après, tels le Bong le 12 décembre, où au moins 27 personnes, pour la plupart des musulmans, ont été tuées par les anti-Balaka. Les crimes commis contre les musulmans de septembre à décembre ont été largement relayés par la presse locale et internationale. Un reportage de France 24 du 16 septembre 2013 montre un village musulman qui a été littéralement réduit en cendres. Deux femmes sortent de la brousse. Elles nous montrent un premier corps, puis un second. Au total, 6 victimes assassinées à coups de machette. Jamais de ma vie. Bien blessé, hein? J'ai jamais vécu ça. Sans scrupule. À la nuit tombée, des dizaines de villageois accourent, des femmes et des enfants affolés, hagards. Les soldats de la force d'interposition persuadent les habitants de trouver refuge en ville. Vous avez besoin juste de sauver vos vies. Vous n'avez pas besoin de tout amener. Amenez le strict nécessaire. Ces survivants laissent derrière eux des dizaines d'enfants toujours terrés dans la brousse. Dans un reportage sur Bossangoa au mois de septembre 2013, Al Jazeera
donne la parole à un civil musulman qui a dû s'enfuir de son village après que les anti-Balaka ont tué son père. Salaka was attacked by a group called Anti-Balaka. Salaka ont été attaqués par des anti-Balaka, ce qui signifie des anti-machettes dans la langue locale. De l'autre côté de la ville, les musulmans se cachent dans une école et accusent des hommes des anti-Balaka de les prendre pour cible. Monsieur Mohamed Ekil dit que son père a été tué et maintenant c'est lui qui s'occupe de sa famille composée de 20 personnes. Mon message à ces personnes est ceux qui peuvent vouloir reprendre le pouvoir, revenir au gouvernement, mais ils doivent épargner la vie des civils. À Boali, vers le 2 décembre 2013, les anti-Balaka armés de machettes, de couteaux et de fusils ont attaqué un campement de Peulh. Ils ont tué au moins 12 personnes et blessé de nombreuses autres. Beaucoup d'enfants faisaient partie des victimes. Et ces victimes ont été transportées à l'hôpital de Bangui. Nos moyens sont limités. Des gens qui ont reçu des coups de machette au niveau du crâne, on ne sait pas ce qui peut arriver 48 heures ou 112 heures après, parce qu'on ne fait pas le scanner ici. En 2011, Bangui comptait 740 000 habitants, dont 130 000 musulmans qui étaient répartis dans les 8 arrondissements de la ville, un peu plus de 17%, presque 18% de la population. Et cette démographie, la composition démographique de la ville a changé de manière radicale après l'attaque des anti-Balaka du 5 décembre 2013. Et M. Mokom a contribué à l'attaque des anti-Balaka contre Bangui en organisant, encourageant et armant ces derniers depuis Zongo, où il était. La même journée du 5 décembre 2013, quelques heures plus tard, les anti-Balaka ont également attaqué Bossangoa. Une fois de plus, ils ont ciblé les civils musulmans et n'ont pas fait de distinction entre ces derniers et les membres de la Seleka. Les corps des musulmans tués étaient régulièrement amenés à la mosquée Ali Babolo de PK5, un quartier qui est devenu une des enclaves tristement célèbres où des civils déplacés allaient chercher refuge. Les images que vous pouvez voir à l'écran, datées du 5 décembre 2013, sont celles de corps sur le sol de la mosquée, incluant des femmes. Le climat de violence et l'instabilité qui a suivi les attaques du 5 décembre ont forcé Yotoya à démissionner le 10 janvier 2014 sous la pression internationale. Le 20 janvier, la maire de Bangui, Catherine Samba Panza, est élue présidente intérimaire. Le même mois, les anti-Balaka adoptent une structure formelle et M. Mokom est alors nommé coordonnateur des opérations. Le 6 février 2014, M. Mokom traverse la rivière Ubangui pour s'installer à nouveau à Bangui. La démission de Yotoya n'a cependant pas mis fin aux attaques des anti-Balaka. Le désarmement partiel de la Seleka et le retrait de ses forces de Bangui, ainsi que d'autres parties de l'ouest de la République centrafricaine, ont créé un vide au sein du pouvoir et ont laissé la population musulmane vulnérable à la vengeance des anti-Balaka. La fréquence et l'ampleur des crimes contre la communauté musulmane ont alors augmenté. Le 22 janvier, les anti-Balaka ont commencé leur attaque contre la communauté musulmane de la localité de Yaloké. Ils ont tué et blessé des civils musulmans et une jeune fille a été violée. Ils ont brûlé et pillé des maisons et des magasins musulmans. Cloîtrés sous la menace des anti-Balaka,
les musulmans ont enduré des conditions très difficiles au cours de l'année 2014. Les anti-Balaka ont attaqué Bossem Télé au cours de cette même période. Une fois de plus, ils ont tué plusieurs civils musulmans. Ils ont pillé et brûlé des maisons, des magasins et des mosquées. Des civils musulmans se sont enfouis en masse ou pris refuge dans la mission catholique de la ville. Au mois de juillet 2014, au plus tard, presque toute la population musulmane de la ville, presque toute la population, avait été évacuée. Ce modus operandi a été répété dans les villages de Guen, Carnon, Berberati et Boda. Mr. Prosecutor. Le juge président, monsieur le procureur, il vous reste 1 minute 30. Le procureur, oui, cela suffira. Voici un extrait d'une vidéo qui montre les musulmans enclavés à Boda en avril 2014 et un chef anti-Balaka à Boda parlant de l'encerclement des musulmans enclavés. Muslim children in this war-torn country are going hungry. Certains enfants dans ce pays frappé par la guerre meurent de faim. Certaines attaques viennent d'un district qui était une ville de diamantaires. Tout est bloqué, rien n'entre. Cela coûte très cher d'acheter des denrées alimentaires. Notre vie est à une étape critique. Il est très difficile de vivre. Nous n'avons pas de liberté. C'est une liberté sous surveillance et nous ne comprenons pas. Ils sont encerclés par les anti-Balaka, une milice chrétienne qui veut créer des musulmans qui sortent du périmètre. Nous pouvons attendre. Pas attendre 10 ans pour qu'ils partent. Nous ne pouvons accepter de cohabiter avec les musulmans à long terme. En février 2014, M. Mokom s'est adressé au commandant de la zone anti-Balaka. Il expliquait dans son discours que la bataille ne serait terminée qu'avec la conquête du pouvoir et le retour de Bozizé et à Bangui. Donc c'est avec cette référence, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, que je finis mon propos liminaire et je vous remercie de votre patience. Le juge président, merci beaucoup, monsieur le procureur, pour cette déclaration liminaire. Je vais maintenant donner la parole aux représentants communs des victimes pour leur déclaration liminaire et vous avez 20 minutes. Je vous remercie. Monsieur le juge, madame, je prends la parole ici au nom des représentants légaux des victimes. Je voudrais tout d'abord rappeler qu'il résulte du préambule du statut de Rome que la création de la Cour pénale internationale, Cour permanente et indépendante, résulte du constat fait par les États parties selon lequel, au cours du XXe siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine. Ils sont d'avis que de tels crimes ne sauraient rester impunis et qu'il y a lieu d'y mettre un terme et concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes. C'est comme le mensonge qui va plus vite que la vérité et au terme de la course, c'est la vérité qui prend le dessus. Mais pour le moment, la perpétration des crimes odieux semble courir plus vite. Je viens de l'expliquer, la justice parviendra à prendre
le dessus à la langue et elle va jouer véritablement un rôle dissuasif. Toutefois, rappelons que la Cour pénale internationale n'est que complémentaire des juridictions nationales lorsque ces dernières se trouvent dans l'impossibilité ou l'incapacité de juger une situation dans laquelle des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis sur son territoire. Tel est le cas présent pour lequel c'est l'État centrafricain qui l'a déféré à la Cour. Depuis au moins 2 décennies, la République centrafricaine est en proie à des crises militaro-politiques dont les auteurs sont restés impunis, de sorte que s'est instaurée une culture de l'impunité dans le pays, ouvrant ainsi la voie à la culture de la violence comme mode de règlement des conflits et à la clé la propension à l'amnistie pour contourner la justice suite à des accords politiques de paix, dites de paix, signés entre politiques en dehors, voire au mépris des souffrances des victimes. En 2015, lors de la transition en RCA, il y a eu une prise de conscience populaire. Le besoin de justice s'est manifesté lors des consultations des populations à la base, couronné par un forum national, lequel a pris des recommandations fortes, dont le bannissement catégorique de l'impunité et le rejet de l'amnistie. En un mot, le peuple centrafricain réclame que justice soit faite à l'encontre de tous les bourreaux sans distinction. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, Maxime Mokom fait partie de ceux qui prennent les armes pour accéder au pouvoir et à n'importe quel prix en semant la terreur au sein notamment de la population civile qui ne participe pourtant pas aux hostilités, mais elle est prise comme bouclier humain afin de parvenir à ses fins. En Centrafrique, la rébellion est devenue un véritable fonds de commerce afin d'obtenir tout ce que l'on veut, d'être entendu dans toutes ses revendications. En délivrant un mandat d'arrêt contre Mokom Maxime, les juges de la chambre préliminaire sont d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Mokom a commis les crimes qui lui sont reprochés. Aujourd'hui, vous devez déterminer s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Maxime Mokom a effectivement commis les crimes qui lui sont reprochés afin de le renvoyer en jugement. Rappelons que dans le document de notification des charges, le procureur accuse Mokom d'être l'auteur sur le territoire centrafricain de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, dont, entre autres, le pillage, la persécution, le meurtre, le viol, que les victimes que nous représentons ont largement décrit. L'affaire Mokom découle de la récente crise qui remonte à 2013-2014, qui consiste en un conflit entre 2 groupes armés, la coalition Seleka et les milices anti-Balaka. En effet, les rebelles de la Seleka, composés en majorité de musulmans, ont pris le pouvoir par la force le 24 mars 2013
après avoir commis des crimes graves avant, pendant et après le 24 mars 2013 parmi surtout la population civile. Pour les combattre et tenter de reprendre le pouvoir, des anciens dignitaires du régime déchu ont vers septembre 2013 organisé des groupes dénommés anti-Balaka. Balaka, Monsieur le Président, veut dire machette en sango, langue nationale de la République centrafricaine. Au départ, il s'agissait de groupes d'autodéfense composés de paysans qui luttaient avec les armes traditionnelles contre les coupeurs de route qui sévissaient dans la brousse à l'intérieur du pays avec des machettes, d'où leur dénomination de anti-machette. Vu leur bravoure, Mokom et autres les ont recrutés et en ont recruté d'autres à Bangui pour assouvir leur dessein en leur faisant un véritable lavage de cerveau, les poussant à commettre des atrocités sur des populations civiles, violations constitutives, comme je l'ai déjà dit, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, tels que décrits dans le document de notification des charges. Ils étaient armés, curieusement, de machettes ainsi que d'armes à feu. Les éléments de ces groupes s'en prenaient tout azimut à des personnes qu'on les a amenées à haïr, considérées comme responsables, mais sans preuve des violences commises par les Séléka ou comme complices et ou des partisans de ces derniers. Les anti-Balaka étaient organisés en sous-groupes avec à leur tête un commandant. Et Maxime Mokom assumait officiellement le rôle de coordonnateur des opérations, ce qui impliquait la structuration, l'organisation, le financement et l'armement des troupes. Et ils ne s'en cachaient pas du tout. Sans pour autant revenir sur la responsabilité pénale individuelle de Mokom, que le procureur a si bien décrit dans le document de notification des charges, je voudrais ici insister sur le mal que Maxime Mokom a fait à ses compatriotes, tant à titre personnel que par l'entremise de ces troupes dont il est le cerveau. En effet, je voudrais qu'en plus, les juges puissent entendre un autre son de cloche, celui des victimes, lesquelles sont au cœur de cette procédure. Concernant les attaques, elles étaient intentionnellement dirigées contre les civils selon les circonstances, mais pour des raisons injustifiées. Je vais donner quelques exemples. La victime A, 71-100-22, a déclaré qu'elles ont été attaquées, elle et sa sœur, par les anti-Balaka, sous prétexte qu'elle les aurait trahis aux musulmans, juste parce que sa sœur est mariée à un musulman. La victime A, 70-966-22, raconte qu'elle et son père ont été attaqués par les anti-Balaka de Mokom parce que son père pratique l'islam et quant à elle, eh bien, parce qu'elle est la fille de son père. La victime A, 77-101-22, a déclaré que dans son secteur, les anti-Balaka s'attaquaient à tous les hommes
C'est pourquoi ils lui ont tiré dessus et l'ont abandonné. Cette assertion est confirmée par la victime A 71-101-22. La victime 70-967-22 affirme que Mokom et ses éléments les ont attaqués parce qu'il les soupçonnait de garder des effets de Seleka. De l'implication de Maxime Mokom. Maxime Mokom, en plus de son rôle joué dans l'organisation des attaques lancées par les anti-Balaka, le suivi des opérations et la facilitation des activités des chefs anti-Balaka, lui-même participait à la perpétration des crimes comme décrits par les victimes, notamment des viols. La plupart des filles et des femmes attaquées ont été victimes de viols. Le viol était destiné à punir l'ennemi, à le déstabiliser, à le terroriser. Ainsi, les victimes A 71-100-22, A 70-967-22, A 70-966-22, A 70-970-22, ainsi que bien d'autres, ont déclaré avoir été violés par M. Mokom Maxime avant que ce dernier invite ses éléments à en faire autant. Les éléments de Mokom se réclament ouvertement de lui. Aussi, le mode opératoire des partisans de Mokom est bien connu. Il consistait, pour Bangui, à conduire les victimes attaquées à leur base à l'école Yamwara pour les torturer ou les tuer. En ce qui concerne la ville de Bossangwa, c'est à l'école Liberté que le sort des victimes était scellé. C'est justement là que les victimes ont trouvé refuge. Concernant Bangui, bon nombre de victimes ont relaté dans leurs déclarations que, en plus du viol, ces victimes étaient souvent dépouillées de leurs biens après avoir été persécutées. Monsieur le Président, Monsieur et Madame les juges, toutes les charges à l'encontre des anti-Balaka sont avérées et les victimes que j'ai pu rencontrer avant de venir ici veulent que les juges les reconnaissent en tant que tels. Les victimes n'en peuvent plus et comptent sur la Cour pénale internationale pour les soulager. Parce que de toutes les crises, tous les conflits que la République centrafricaine a vécu, ils n'ont pas vu les responsables de ces exactions, de ces groupes armés être jugés. Certes, depuis quelque temps, les juridictions nationales ainsi que la Cour pénale spéciale ont réussi à inquiéter certains auteurs et même à juger d'autres. Mais ici, votre rôle, monsieur le juge, madame et messieurs les juges, est de poursuivre les responsables, les principaux responsables de ces groupes armés afin que, enfin, justice soit rendue à ces victimes qui attendent à ce que leur voix et leurs préoccupations soient entendues. Je vous remercie. Juge président, merci beaucoup
à la représentante légale commune des victimes. Avant de conclure, Monsieur le procureur, vous n'avez pas donné les codes ERN des vidéos que vous avez montrées. Si vous êtes à même de le faire maintenant, pas très bien, sinon nous le ferons au début de la prochaine session. Vous pouvez le faire maintenant pour le procès-verbal d'audience? Procureur, nous les avons sur les diapositives, donc si cela vous convient, il faut que je reprenne la présentation pour lire cela, et je peux le faire maintenant ou après. Le juge président. Bien, nous ferons cela au début de la prochaine session. Donc, soyez prêtes à le faire et à nous donner les cotes pour le procès-verbal d'audience. Madame Von Braun, bien, merci. Le président, nous allons donc prendre une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 11h30.